Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres que nous allons développer dans cette émission. Les quotas ont été augmentés pour les infirmiers. À Sarreguemines, ils sont 90 au lieu de 75 à avoir fait hier leur rentrée à l'IFSI. En deuxième année de CAP Cuisine, les apprentis restent motivés malgré les conditions d'apprentissage de leur première année chamboulées par la fermeture des restaurants. Quels sont vos besoins en termes de mode de garde? Les communes de Sarralbe et Woustviller songent à des micro-crèches et vous demandent votre avis sur Internet. Carton plein pour la ferme du Crémeriche à Vitrin. Ses portes ouvertes ont attiré la foule. Moins de mirabelle mais de bonne qualité, la récolte du fruit, emblème de la Lorraine, bat son plein. Pas besoin d'aller en Laponie pour voir des aurores boréales, vous pouvez en observer à la médiathèque de Beach grâce à une expo photo. Et Vélo sans frontières pour jeunes cyclistes, la 33e édition de la course LVM Saarland Trofeo aura bien lieu cette année avec un top départ à Ambach. On fera aussi le point sur l'opération Une rose, un espoir. Ce sera avec nos deux invités du jour, Robert Weisskircher pour le secteur de Woustviller et Jacques Lang pour le secteur du Pays de Beach. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Et puis côté magazine, on ira notamment à la rencontre d'un artisan de Philipsbourg, Stéphane Corr, et tourneur sur bois. Place d'abord à l'actu, on est encore en pleine période de rentrée. Hier, c'était le tour des futures infirmières et infirmiers. Thomas Drouin les a suivis lors de leur première matinée. Une rentrée délocalisée pour les 90 étudiants de première année de l'Institut de formation en soins infirmiers, IFSI, de Sarreguemines. Elle s'est déroulée cette année non pas dans les amphithéâtres de l'Institut, mais au casino des Faïenceries, afin de respecter les contraintes sanitaires. Présentation du pass sanitaire, prise de température et distribution de gel hydroalcoolique ont été les étapes obligatoires avant de rentrer dans la salle. La journée a ensuite débuté par une présentation de chacun des étudiants ainsi que des membres de l'équipe éducative qui les accompagnera au cours de leur formation. La majorité ont pensé leur cursus et donc la seule chose dans laquelle on les accompagne vraiment, c'est l'épreuve de réalité, c'est-à-dire la marge qu'il y a entre ce qu'ils ont imaginé et ce qui relève de la réalité. Pour les étudiants, cette rentrée, c'est un départ dans une nouvelle aventure avec toutes les découvertes qui vont avec. Le métier d'infirmier, il est très vaste, donc on ne sait pas vraiment où on peut s'orienter et le fait de découvrir, ça va guider vers une voie. Et tous ont déjà de réelles attentes vis-à-vis de cette formation. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière et plus loin que juste le mot infirmière qui fait des soins, qui fait des piqûres, qui fait des prises de sang. Non, j'aimerais savoir ce qu'il y a plus loin que ça. Parce que être infirmière, c'est aussi soigner, mais il n'y a pas que ça. Il y a du relationnel, il y a de la générosité. Les premiers enseignements ne devaient se dérouler que le jour suivant, mais cette première journée a été l'occasion de leur apprendre la bonne exécution de gestes de base de leur futur métier, comme bien se laver les mains au gel hydroalcoolique et bien mettre son masque. Se laver les mains au gel hydroalcoolique et bien mettre son masque, c'est utile à tout un chacun en cette période de Covid. Pour expliquer comment bien réaliser ces gestes, l'IFSI de Sarreguemines a réalisé 2 vidéos courtes et efficaces, visibles sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Pour eux aussi, la rentrée c'était hier. Les apprentis en deuxième année CAP Cuisine ont commencé leur cours à l'UFA Michel Roth à Sarreguemines. Leur première année a été impactée par la crise sanitaire avec la fermeture des restaurants. Quel est leur état d'esprit? Thibaut Desmerlet est allé voir sur place. Motivés et prêts à attaquer la nouvelle année. Mathéo et Aaron débutent leur deuxième année en CAP Cuisine à l'unité de formation par apprentissage Michel Roth. Ils ont vécu une première année compliquée avec la crise sanitaire, mais ils ont décidé de continuer. Il est difficile, surtout mental, parce que les restaurants ils ont fermé, donc c'était un peu compliqué pour nous les apprentis de mettre en œuvre nos pratiques et nos évaluations, mais après malgré tout c'est rouvert. On a quand même un peu pratiqué comme on a fait du emporter, mais en pratique ici c'était super bien. Pour pallier cette fermeture, l'UFA a organisé des travaux pratiques avec les apprentis en ramenant leur maître d'apprentissage dans la cuisine pédagogique. Les apprentis ont réalisé des repas chez eux lorsque les cours se faisaient à distance. Mais ceux qui ont le plus subi, ce sont les jeunes qui ont passé leur diplôme l'année dernière. La pratique était rare avec les confinements et les cours en distanciel. On a quand même fait passer les épreuves pratiques. On a été bienveillants, puisqu'on savait bien qu'ils ne maîtrisaient pas l'ensemble des techniques. L'équipe pédagogique et les apprentis espèrent que la suite se déroulera sans encombre.
L'année dernière, 2 jeunes avaient abandonné leur projet de brevet professionnel. Y aura-t-il des micro-crèches prochainement à Sarralbe et Woustviller? Rien n'est fait, mais c'est un projet qui existe dans les 2 communes. Avant de le concrétiser, des études de besoins sont lancées. Marie-Morgane Pires nous en dit plus. Une micro-crèche est une structure d'accueil pour des enfants. Contrairement à sa grande sœur, la crèche, elle a une capacité d'accueil limitée à 10 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans. 2 établissements pourraient bientôt naître dans 2 communes, Sarralbe et Woustviller. Mais avant de lancer officiellement le projet, des questionnaires ont été mis en place. D'un côté à Sarralbe, c'est la ville qui a lancé un sondage à ses habitants pour avoir une idée de leurs besoins en termes de garde. Il n'y a pour l'instant aucune autre structure d'accueil collectif pour jeunes enfants à Sarralbe. Le questionnaire est disponible via la page Facebook de la ville. À Woustviller, il existe déjà une MAM, maison d'assistante maternelle. Les possibilités de garde pourraient être étoffées avec la micro-crèche inclusive de Bienveillant qui souhaite s'implanter dans le village. Elle aussi a lancé un questionnaire accessible depuis son site internet avant de concrétiser le projet. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour y participer. On change d'univers pour passer une journée à la ferme. C'est une activité qui séduit de plus en plus. À Vitrin, la ferme du Cremrich a organisé une journée porte ouverte qui a eu beaucoup de succès. Reportage de Christelle Reviaco et Catherine Henrich. Pour entrer sur le site de la ferme du Cremrich à Vitrin, il fallait montrer patte blanche, passe sanitaire à la main. Avec un beau soleil, le public est venu en nombre pour découvrir les animaux de la ferme et les différentes activités proposées tout au long de la journée. Là, on a fait un peu de jeu on a joué à l'outouche-touche près des poneys. Et avec le beau temps, autant mieux en profiter, quoi. Et pour découvrir avec nos enfants la ferme, les chèvres et découvrir les produits locaux. C'est super chouette, il y a la restauration, il y a les animaux, on peut les caresser, les poules, les cochons. On va voir tous les animaux, faire un petit tour de poney, on a mangé. Petit plus, une tombola proposait de trouver au plus près le nombre de pattes de l'ensemble des animaux de la ferme. Aidés par une poignée de bénévoles, les 2 exploitants tenaient à l'organisation de cette journée qui ne sera sans doute pas la dernière. Normalement, on participait à l'événement de ferme en ferme organisé par la MEM. Et suite aux divers problèmes avec le Covid, ils ont annulé l'événement. Comme on avait engagé déjà beaucoup de travail, on a tenu à quand même ouvrir les portes de la ferme et du coup tenir cette manifestation. Une belle fête pour les familles et une journée plutôt agréable pour les animaux. Et puisqu'on est dans l'univers de l'agriculture, notez la date, ce dimanche 12 septembre de 10h à 18h, vous avez rendez-vous à Veulflin pour un marché paysan organisé par l'AMEM. Il y aura aussi des jeux et une ambiance musicale, mais ce sera avant tout l'occasion de déguster sur place et d'acheter des spécialités proposées par les producteurs locaux. Et à propos de production locale, la cueillette des Mirabelles se termine dans quelques jours. Si la quantité n'est pas vraiment là, la qualité du fruit perdure. Illustration dans le Pays de Bitche avec ce reportage de Guillaume Dumonteil. À Ormersviller, les membres de la famille Frumholz sont en plein travail. Juchés sur des escabeaux, ils ramassent le fruit phare du moment, la Mirabelle. La cueillette a démarré le 24 août, avec une dizaine de jours de retard. Thomas, Frédéric, Jean-Marie, Gabriel et Auguste cueillent les fruits sur la centaine de mirabelliers du verger. 2021 est une année en demi-teinte. Au niveau des volumes, on est plus ou moins à 30% de pertes. Ce n'est pas dû à tout ce qui était gel. Nous, on était relativement épargnés. C'est plus à cause de la météo, c'est-à-dire la pluie, le vent, le froid, qui n'ont pas permis d'avoir la quantité tant espérée comparée à l'année dernière. Si le volume n'est pas là, les membres de la famille Frumholz ont quand même des raisons de se réjouir. La qualité du fruit est top, elle est bien sucrée, le calibre est gros, on a très peu de petites mirabelles, ce qui est une bonne chose parce que c'est ce que recherchent les clients sur les marchés et même les acheteurs chez nous à la ferme. Il est prévu que la cueillette s'achève aux alentours du 10 septembre. Vendues telles quelles en fruits, les mirabelles sont aussi utilisées pour faire de la confiture. Avis aux amateurs.
pas sûr qu'il y aura un stand de Mirabelle à la foire Saint-Michel, mais elle aura bien lieu. Ce sera ce mercredi au centre-ville de Sarreguemines de 8h à 18h30 et elle sera accessible sans passe sanitaire. 120 exposants sont attendus et vu la météo au beau fixe, le public devrait venir en nombre. Avis aux automobilistes, faites attention aux piétons et sachez que l'hypercentre sera interdit à la circulation et au stationnement. Envie de voyager et pourquoi pas des aurores boréales au Pays de Bitche. La médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Bitche a lancé une nouvelle programmation culturelle intitulée Aurores boréales. Elle propose des concerts, des lectures, des expositions ou encore des sorties. Depuis mercredi, une nouvelle exposition s'est installée à la médiathèque. Morane Grandcola l'a contemplée pour vous. Voici des photographies d'aurores boréales signées Thierry Legault. Thierry Legault n'est pas un artiste, mais presque. Il est astrophotographe. Depuis mercredi, une exposition photo est dédiée à son travail à la médiathèque communautaire de Bitche. Ces clichés ont été capturés en Norvège entre 2015 et 2018. Thierry Legault a gracieusement prêté ses photos à l'université de Lorraine, qui les a ensuite prêtées à la médiathèque Joseph Schaeffer. Ces aurores boréales seront visibles jusqu'au 10 octobre prochain. Et la programmation complète est accessible sur le site internet de la médiathèque communautaire de Bitche, médiathèque-josephschaeffer.fr. On passe au sport. Avis aux amateurs de cyclisme, la course franco-allemande LVM Saarland Trofeo revient pour une 33e édition. Les différentes étapes se dérouleront entre la Moselle et l'Allemagne. Elle aura lieu du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre. Plus de détails dans ce reportage de Christelle Reviaco. C'est le grand retour de la course de vélo LVM Saarland Trofeo. Annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, elle revient pour une 33e édition. Au programme, 4 courses en circuit et une contre-la-montre. Au total, plus de 440 km de vélo seront parcourus pendant les 4 jours d'épreuve. La particularité de cette course, ce sont uniquement de jeunes cyclistes qui y participent. Ils ont entre 17 et 18 ans. Et pour la première fois, le département de la Moselle est un partenaire officiel de cette compétition. Le département est attaché aux épreuves sportives, aux sportifs en général et surtout à la jeunesse. Comme là, ça relie les deux, le sport, la jeunesse. Donc c'est très important pour nous de nous mettre en plus des autres partenaires pour cette 33e course. Une vingtaine d'équipes internationales et régionales vont participer à la course. Du côté français, ce sont 4 équipes qui seront présentes, dont l'équipe nationale et la team régionale de la Meurthe et Moselle. C'est la première fois que la course passe autant de fois par la France. Cette compétition de cyclisme est reconnue dans le monde du sport. Alors la LVM Saarland Trofeo est une course internationale inscrite à la Coupe du Monde des Nations de l'Union cycliste internationale qui a maintenant lieu depuis 1988. La 13e fois inscrite à la Coupe du Monde. Cette compétition est réputée pour être l'une des plus dures du championnat. Rendez-vous le 30 septembre à 16h du côté français à Ambach pour le départ. On change de 2 roues, des vélos, on passe aux motos pour faire le point sur l'opération Une Rose, un espoir avec nos invités du jour. Alors, on dit toujours que les motards sont des gens au grand cœur, mais je crois qu'en ce moment, les motards, ils ont surtout le cœur lourd. On commence par des mauvaises nouvelles avec vous, Robert Weiskircher, dans le secteur de Woustviller, avec votre comité. Vous venez de décider de ne pas mener l'édition Une Rose, un espoir le week-end prochain. Tout à fait. Voilà. Avec le protocole sanitaire, avec la crise du Covid, on est un peu coincé. Je vais vous dire que le protocole sanitaire nous fait quelque chose de très lourd. Je me voyais mal pour l'emballage des roses, prendre des personnes qui sont à 80%, ce sont des personnes d'un certain âge. Il faut prendre en considération que cette année, les roses ont doublé de prix. On en aurait eu pour 8 500 €. Cet argent, je ne l'ai pas en caisse. Donc s'il y avait eu un malheur, comment que j'aurais fait? Suivre le protocole sanitaire avec les motards, pas possible. Et c'est une période où certains motards sont en vacances. C'est un tout qui a fait que nous avons pris la décision de ne pas faire cette opération. Je sais très bien que beaucoup de motards sont malheureux, je le dis, vraiment malheureux, mais il faut nous en excuser, il faut aussi nous comprendre que ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions. Je suis le président du secteur, mais avec mon comité et tous ensemble, nous sommes très solidaires. Nous avons pris la décision de ne pas faire cette année et de nous mobiliser au maximum pour l'année prochaine. Et vous n'êtes pas le seul. Annulation aussi dans le secteur de Sarralbe. Alors je vous propose d'écouter le témoignage du président Sarralbigeois.
Nous annulons pour une raison forcément évidente et triste, c'est la crise sanitaire que nous traversons, le Covid-19. Et au niveau du secteur de Sarral, on est en pleine restructuration aussi au niveau des statuts. Et on n'a encore pas eu le retour du tribunal pour savoir, donc ce qui fait que ça a engagé encore la responsabilité des anciens présidents. Et ça, nous ne voulions pas forcément qu'ils soient contraints d'assumer les faits qui ne sont pas de leurs faits. Quand est-ce que l'événement aura lieu s'il n'a pas lieu en 2021 ? Alors théoriquement, l'édition sera reportée le 2 et 3 avril 2022. Mais nous allons voir éventuellement pour faire décaler cette réunion. On va se mettre théoriquement à plusieurs secteurs pour décaler car début avril c'est très très tôt. Il suffit qu'il y ait des conditions météorologiques cette fois-ci et non pas sanitaires, espérons-le. Et ce qui fait que l'opération serait compromise. Une moto sous la neige et les différents motards que je connais n'ont pas de motoneige. Donc ça risque d'être compliqué. Donc on va voir et dès qu'on aura l'information, on communiquera à ce niveau-là. Alors du côté de vous, Villers, vous en dites quoi de cette date potentielle du premier week-end d'avril ? On s'est concerté avec Régis, donc futur président du secteur de Sarral. Effectivement, nous aussi, on trouve que c'est très tôt et on aimerait bien que d'autres secteurs adhèrent à notre proposition de le faire courant mai. Courant mai, ça sera beaucoup plus accessible et en espérant, comme dit notre ami Régis, qu'il y aura une bonne météo et plus de Covid. Alors dans le Pays de Bitche, en revanche, il y aura bien des roses ce week-end, mais pas de motards qui vont faire du porte-à-porte, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc je rejoins tout à fait Robert dans l'application des protocoles sanitaires qui c'était très très lourd et la responsabilité tout entière revenait sur la tête du président de secteur. Donc maintenant, le fonctionnement, la décision faire, ne pas faire, appartient au comité. Je ne suis que le président du secteur. Je suis entouré par une vingtaine de personnes du comité et nous avons à l'unanimité décidé de faire cette édition dégradés, je dirais. Donc ce ne sont pas forcément les motards qui viendront aux portes. C'est organisé par points fixes dans les villages à des horaires particuliers qui sont consultables sur la page Facebook. Alors c'est fait différemment, mais ça a lieu. Pour vous, c'était important de maintenir ce rendez-vous ? Pour moi, c'était important, tout comme l'année dernière, de faire un peu quelque chose parce qu'il y a quand même les malades du cancer qui sont là. N'oublions pas que le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Donc pour cette raison, pour aider les malades, aider la Ligue, par définition, la Ligue a le dernier versement, le dernier don à la Ligue de l'opération Rose un Espoir de 2019, qui était encore une année saine, normale, c'était de l'ordre de 930 000 €. Et l'année dernière, la Ligue, avec les quelques secteurs qui ont mené l'opération, a touché 96 000 €, si bon me semble, un truc comme ça. Donc vous voyez la différence et le manque à gagner. Et du coup, cette année, vous avez beaucoup de monde qui participe. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut le pass sanitaire pour participer ? Nous avons tout fait pour l'éviter, le pass sanitaire. Donc il n'y aura pas de grosses rencontres, il n'y aura pas la grosse retrouvaille le samedi matin et en fin de journée du dimanche, la grosse balade. On a tout supprimé, ça a été organisé, on a mis les motards. Je suis à peu près 50% de personnes qui se sont manifestés, donc ça veut dire que j'ai à peu près 180-170 motos x 2, donc ça nous fait à peu près 360 personnes qui sont sur le pont, les bénévoles compris, et ils sont par 2, par 3 selon les villages, à un horaire bien précis. Le chef de groupe viendra se ravitailler le samedi matin à la salle à Rohrbach, à la salle Schumann de Rohrbach. Il vient y chercher les roses, les sandwichs, le lot. Chaque motard sera équipé d'un lot emballé individuellement d'un gel et de masques pour pouvoir se protéger et respecter les gestes barrières qui restent, eux, obligatoires. Et donc cette année, que les gens n'attendent pas que vous alliez sonner à leur porte, c'est à eux de venir vers vous. Vous serez donc sur des points fixes, essentiellement dans le Pays de Bitche, mais aussi quelques villages du territoire de la Casque. Ouais. C'est votre secteur historique et tous ces points, lieux et horaires sont à retrouver donc sur la page Facebook Une Rose, un Espoir, secteur Bitcherland. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. On vous souhaite aussi que la météo soit de la partie ce week-end. Et nous, on va déjà regarder les prévisions pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, j'adore être porteuse de bonnes nouvelles et pouvoir vous dire que le beau temps se poursuit, même si ça ne semble pas toujours bien parti au lever du jour. Ces derniers temps, les matinées nous donnaient l'impression d'être en automne avec d'épaisses nappes de brouillard. Un phénomène rare en été, mais pas impossible, surtout dans les zones ombragées comme les forêts. Le brouillard se forme lorsque le taux d'humidité dans l'air est élevé et que les températures se rafraîchissent. C'est ce qui arrive tout simplement avec les gros écarts de température que l'on peut observer en ce moment. Et demain encore, la différence se fait sentir entre les 14 degrés attendus en matinée et les 28 à 29 degrés atteints au plus chaud de la journée. Mais rassurez-vous, même si le soleil sera bien présent, la chaleur ne sera pas écrasante puisqu'un petit vent modéré sera là pour nous rafraîchir. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Adrien et il fera jour de 6h58 à 19h59. Et j'ai une question pour vous. Connaissez-vous la différence entre la brume et le brouillard? Eh bien, c'est tout simplement une question de visibilité. On parle de brume lorsqu'elle est comprise entre 1 et 5 km et de brouillard lorsqu'elle est inférieure à 1 km. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez et s'il y a du brouillard ou de la brume chez vous le matin. Passez tous une belle journée ensoleillée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Dès vendredi, retrouvez notre émission Polygone. Ce mois-ci, on parle justice. À l'amiable ou au tribunal, quelle justice de proximité sur notre territoire? Autour de la table, vous trouverez notamment le procureur de la République de Sarreguemines. Ne manquez pas cette émission pour tout connaître de vos droits. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller, Sarreguemines. Le village de Philipsbourg fourmille d'artisans. Alors on connaît bien la poterie du Hérisson ou le sabotier pour ne citer que. On connaît moins le tourneur sur bois Stéphane Corr. On peut pourtant facilement le voir en action sur des marchés de la Même par exemple. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir son travail dans son atelier. Ça tourne. Chez Stéphane Corr, ça tourne. Tourneur sur bois depuis 5 ans, il aime travailler de ses mains. En parallèle de cette activité artisanale, il est verrier aux cristalleries de Saint-Louis. Bon, déjà le travail du bois, j'ai toujours aimé ça. Et en regardant des vidéos, j'ai travaillé en récupérant du bois de palette d'abord. J'ai fait des bancs, j'ai fait des tables manches debout pour mon mariage, j'ai fait des trucs. Et je cherchais des inspirations en regardant des vidéos. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le tournage. Et du coup, j'ai fait appel à un tourneur qui est d'ailleurs resté un très bon ami, qui s'appelle Henri Kunz. J'ai passé une semaine là-bas, c'était une semaine magnifique. Et je crois qu'à la fin du premier soir, j'ai directement commandé tout mon matériel. Donc j'ai fait l'investissement direct. J'essaie de rester le plus que possible dans le bois local, parce qu'on a quand même une région, on a du bois magnifique, du bois vraiment très beau, avec des belles couleurs internes. Après, c'est sûr que comme le bois d'olivier, l'olivier ça pousse pas très bien chez nous, c'est pas son endroit favori, on va dire. Du coup, ça faut aller chercher dans le sud, donc j'en tourne aussi un petit peu. Mais ouais, j'essaie le plus que possible de rester dans le bois local. Présent dans différents marchés artisanaux du secteur, Stéphane propose au public des démonstrations avec ce tour médiéval qu'il a construit lui-même. Tour à bois façon médiévale. C'est-à-dire que le moteur c'est ma jambe et
la perche sert de ressort. C'est un montage que j'ai fait entièrement moi-même. Et c'est comme ça qu'il tournait dans le temps, à l'époque où les moteurs n'existaient pas encore. Rester figé derrière un stand, c'est pas comme ça que j'aime passer mes journées sur un marché. Du coup, montrer un peu aux gens comment c'est fait. Là maintenant, ça c'est vraiment un tour, je commence avec ça, ça fait vraiment pas longtemps, ça va faire un mois à peu près que je l'ai fabriqué ce tour. Mais ouais, montrer aux gens déjà un petit peu, comme dit, l'histoire du tournage et voir comment une pièce est fabriquée, quoi. Là c'est un morceau de tilleul que je suis en train de tourner. Donc un tilleul coupé récemment, donc en bois vert. C'est pour ça qu'il est encore assez tendre. Là on le voit bien en fait. Moi j'actionne l'outil, j'actionne la perche en fait, et je mets l'outil en contact pour venir bouffer le bois. Et du coup, quand je relâche, donc il va tourner à l'envers, je ressors mon outil. Je regarde des fois des vidéos. Et je me dis que je ne suis pas assez équipé pour faire des pièces que j'ai envie. Et justement en regardant des vidéos où j'ai en tête un Russe qui travaillait vraiment avec 3 fois rien. Il bloquait la pièce contre une vieille palette, il tapait dedans avec ce qu'il avait pour former un bois, pour former le bois. Et au final, il avait un résultat qui était magnifique, quoi. Et moi je me plaignais un petit peu de ne pas être équipé justement. Et du coup je reviens un petit peu en arrière, quoi. Avec ces différentes machines, la seule limite, c'est l'imagination, et ça, Stéphane n'en manque pas. Et Philippe Corr fera évidemment partie des participants au marché artisanal de Philippsbourg. Reporté à cause des conditions sanitaires, il aura finalement lieu dimanche 26 septembre de 10h à 21h pour se terminer en plus en apothéose par un feu d'artifice. Autre événement, cette année comme en 2020, le salon Agrimax devrait bien avoir lieu. Il est prévu du 27 au 29 octobre au Parc des Expositions de Metz Métropole. Pour cette 10e édition, c'est la charolaise, une race de vache française qui est mise à l'honneur. Alors aujourd'hui, la charolaise a même les honneurs de la télé. Jean-Claude a repris dans les années 90 l'exploitation de son père ici à Lidrezin, sa marque de fabrique, la charolaise, vache française réputée pour ses qualités bouchères et sa rusticité. Allez gros, allez. La charolaise, vous voyez, il faut un mufle bien large, une tête pas trop grande, le cornage aussi, des cornes bien blanches, voilà. Et puis ce qu'on voit pas beaucoup là, mais avec une certaine finesse de peau. Vous voyez la peau comme elle est fine. Comme chaque année depuis la première édition du salon Agrimax, il exposera fièrement ses bêtes, aux côtés de 200 autres de la même race. La charolaise donc, véritable star de cette 10e édition, marquée par un renouveau, l'entrée en jeu de l'association Ambition Grand Est Élevage Europe, qui s'occupera désormais de l'organisation des concours. Le but étant de faire du salon le 3e événement national de l'élevage. Ça va vraiment permettre de donner un nouvel élan au salon, de donner cette dimension Grand Est, cette dimension nationale et cette dimension internationale au salon. Également parmi les nouveautés, le grand retour des équins absents depuis quelques éditions, ainsi que la présence de 4 rings au lieu de 3. C'est vraiment une première, un défi technique, parce que c'est un salon qui je vous le rappelle, qui se réalise à l'intérieur, dans des bâtiments, et organiser et mettre en place 4 rings sur la Foire Expo, c'est déjà un challenge qu'on a relevé. Donc voilà, ça fait partie de ces nouveautés. 2000 animaux, 600 bovins, 3 halls intérieurs, 20 000 mètres carrés de surface. Le parc des expositions va retrouver des couleurs après des mois de fermeture. Avoir un événement qui reste une vitrine pour la profession de l'élevage, un événement qui va se tenir, ça permet la rencontre, ça permet les échanges, ça permet aussi de promouvoir l'ensemble de la filière de l'élevage. Et pour un organisateur comme nous, c'est important de voir également nos sites revivre. Le parc exposition de Metz va revivre au mois de septembre, alors qu'il est à l'arrêt quasiment depuis la fin du mois d'octobre 2020. L'accès au salon sera néanmoins logiquement
quadrillés par le pass sanitaire. Mais la mesure ne devrait pas freiner les curieux comme passionnés. Et oui, c'est toujours un événement qui attire beaucoup de monde. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À bientôt.